je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont induit ma venue à la montagne. La première, c'est je crois, l'environnement familial dans lequel je baignais, tu vois, avec mes parents qui aimaient beaucoup la montagne. Et donc, avec mon frère, chaque été, on venait passer 6 semaines à randonner, à arpenter les sentiers. Et je crois que déjà, d'avoir vu un peu les sommets et la réalité des montagnes m'a sûrement touché et actionné des leviers à l'intérieur de moi. Et la deuxième chose qui, à mon sens, aussi est très importante, c'est le fait d'avoir toujours aimé lire et d'avoir eu de tout temps une bibliothèque parentale qui était très chargée en livres d'aventure de tout poil, alors que ce soit le Grand Nord avec Jack London, les volcans avec Tazieff, la spéléologie avec Casteray ou toute la littérature de montagne. Donc pour moi ça a été vraiment une nourriture et sûrement quelque chose qui m'a fait rêver, qui m'a éveillé un certain imaginaire et du coup qui s'est installé en moi d'une manière insidieuse. Il y a encore une chose, je pense aussi, qui a induit cette passion qui est devenue une vocation après, c'est aussi le fait d'avoir assisté, quand j'avais 13 ans, à Saumur. Il y avait René Demaison qui faisait une conférence dans le cadre de Connaissance du Monde et qui présentait son film sur les Andes vertigineuses. Et c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose, je pense, d'extraordinaire que de voir ces montagnes qui venaient finalement chez moi, qui rentraient en moi et qui m'ont littéralement subjugué, quoi. J'étais allé voir Demaison pour lui faire dédicacer un livre, j'étais un peu comme le gamin devant un dieu vivant, c'était assez extraordinaire. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup dévoré la littérature alpine classique, des alpinistes plus des années 50, justement, les Rebuffa, les Terrell, les Lachenal, les Herzog, etc. Et c'est vrai que ça a été pour moi quelque chose qui a été très important, qui ne l'est plus du tout à l'heure actuelle, parce que peut-être je suis trop dedans maintenant, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, sans parler de héros, j'avais vraiment des gens qui pour moi semblaient complètement inaccessibles, comme par exemple Messner, qui en plus d'un parcours alpinistique absolument extraordinaire, avait une réelle vision de la montagne, une réelle, je dirais presque une philosophie qui s'en était dégagée et qui pour moi, même à 13 ans, m'avait touché. Je me souviendrai toujours d'Anga Parbat en solitaire comme quelque chose de très marquant, oui. Et après, il y a eu aussi les gens comme Bonatti, mais Bonatti c'est venu un peu plus tard, qui aussi, au travers d'un parcours remarquable, avait su dégager quelque chose de plus, quoi. Gravir un moulin, ça a été un peu pour moi un premier sommet dans le sens où c'est peut-être la première fois, alors que j'étais collégien, qu'on a eu ce sentiment d'élévation et ce sentiment de peut-être d'un élan vertical, puisque on avait mis des petits pitons, des petits clous dans les interstices des moellons en fait. Et on avait des petites échelles en bois qui nous ont permis de rejoindre ce qui pour nous constituait un vrai sommet, puisqu'on était sur un arrondi de quelques mètres, puisque le vieux moulin n'avait plus ses ailes, mais c'est vrai qu'on était monté sur quelque chose qui pour nous représentait un réel sommet, contrairement peut-être aux petits murs ou aux dolmens ou aux menhirs que j'escaladais. Devant sa passion grandissante, les parents de Lionel lui laissent une entière liberté. Et à 15 ans, il n'est pas rare de le voir faire jusqu'à 15 heures de mobilette pour aller rejoindre les falaises bretonnes. Alors en équipe jeune alpiniste, en fait, de haut niveau, il y en avait deux à l'époque. Il y avait celle du club alpin, celle de la fédération, qui avait un FFME, la Fédération Montagne Escalade. Et c'est vrai qu'il y avait un peu la volonté de développer l'alpinisme de pointe au travers de jeunes dont on allait permettre au potentiel d'être exploité et finalement mis en valeur
le plus en sécurité possible, quoi. Donc en fait, ces équipes, ça consiste d'abord en une sélection sur le terrain. Il faut savoir que j'avais raté d'ailleurs la première fois la sélection parce que venant de l'Ouest, j'avais fait très peu de glace, donc je m'étais fait un peu étaler à ce niveau-là. Mais après, donc, étant très motivé, j'avais pu intégrer ces équipes et en rattraper le niveau en glace. Et donc, on se retrouve à une huitaine de jeunes environ. Et là, on va faire des stages encadrés par des gens qui sont habituellement professeurs à l'ENSA, qui comptent parmi les meilleurs alpinistes du moment, quoi. Donc, c'était des gens à l'époque comme Alexis Long, Tchouki alias Michel Fauquet, etc., etc. Et c'est des gens qui sont très forts en alpinisme et souvent très pédagogues. Donc on faisait des grandes courses avec eux, par exemple. En été, il y avait un stage grande course. À l'automne, il y avait plus un stage préparation d'expédition. Il y avait aussi un stage d'initiation à l'escalade artificielle, un peu entraînement, et le tout débouchait sur une expédition, quoi. C'était un très bon moyen pour des jeunes, c'est un très bon moyen, parce que ça existe toujours, pour des jeunes, bah voilà, de tracer une route dans l'alpinisme, tout en sachant que cette route ne débouche pas absolument pas sur un alpinisme professionnel, dans le sens où même si on est équipé, quand on arrive dans ces équipes, ce qui pour nous était remarquable quand on était jeune, c'était un peu le Père Noël qui arrivait, on a 3 francs 6 sous, on se retrouve tout d'un coup avec une combinaison qui coûtait une fortune, donc c'était aussi quelque chose d'important pour nous. Mais je crois qu'en même temps, bah voilà, c'est pas les limites, mais c'est le contexte dans lequel ça évolue. C'est-à-dire que voilà, les jeunes qui vont être issus de ces équipes ne vont pas forcément devenir alpinistes professionnels, parce que je pense que tout simplement l'alpinisme de pointe après n'est pas quelque chose de collectif, mais vient de beaucoup plus de personnalité ou d'individualité, quoi. Et que bah voilà, le fait d'être en équipe permet d'affirmer un niveau, permet effectivement d'exploiter un potentiel, mais en aucun cas ne permet de créer une trajectoire de toute pièce, quoi. C'est juste mais c'est juste, et c'est déjà énorme, je dirais un envol qui peut être préparé, quoi. En plein hiver, durant plusieurs jours, il enchaîne diverses ascensions solitaires dans les Pyrénées. Lionel décide de se consacrer entièrement à l'alpinisme. Patrick Gabarou, qui a le projet d'ouvrir une nouvelle voie dans le nez de Smut au Cervin, en est à son 3e essai en vain. Il invite alors Lionel à se joindre à lui dans une ultime tentative qui sera un succès. Lionel a alors 24 ans et signe sa première ascension au Cervin par une des voies les plus difficiles. Un itinéraire surplombant à 4000 mètres d'altitude. L'hiver 92-93 va être particulièrement dense pour Lionel. Le jour de Noël, il est en solo dans la face nord de l'aiguille de la Vanoise et répète la Fille aux yeux verts, une ascension ED délicate en auto-assurage. 2 semaines plus tard, il retourne dans la même face pour y ouvrir une nouvelle voie. Salut Ginette. Le mauvais temps arrivant, il sort les 50 derniers mètres par la voie des maisons. Mars 1993. Lionel se rend seul à la Petite Aiguille dans sa berre dans les Pyrénées. Il s'intéresse à une voie ouverte par Christian Ravier et Éric Pétetin. Dernier voyage. Première hivernale et solitaire dans ces Pyrénées qu'il affectionne tout particulièrement et qui sera le déclic de 15 années de solo autour du monde. À 25 ans dans le massif des Écrins, Lionel signe une performance exceptionnelle. La première ascension hivernale et solitaire de la face nord-ouest de Leland par la voie Bouilloux-Vimard. Une face de plus de 1000 mètres de haut, très rarement fréquentée en hiver. Bivouac très inconfortable dans un froid mordant. Il sort par la voie Cambon-Francoux au petit matin et descend par l'arête nord.
C'est dans l'une des plus belles aiguilles de Chamonix, le Fou, que Lionel, accompagné de ses deux fidèles compères Philippe Batou et Benoît Robert, ouvre la 6e voie de sa face sud, le Bron, la Brute et le Truand. Une escalade extrêmement engagée. Après cette ascension, Lionel dira que le cru de la voie fut la longueur la plus dure qu'il n'ait jamais enchaînée en montagne. 10 grimpeurs dont Lionel Daudet sont ainsi sélectionnés pour participer à une expédition d'1 mois dans le massif du Pamir Alaï, au cœur du Tadjikistan dans l'ex-URSS. L'aboutissement des 3 ans de stage haut niveau. Enchaînement de voies et de bivouacs en parois, Lionel et ses compagnons ouvrent 3 itinéraires, dont Paradis artificiel. 15 jours de parois, 720 mètres de cotation à Beau dans la face nord de l'Urtuntubek. Lionel reçoit un Piolet d'or 1993 collectif pour cette première. À son retour en France, Lionel envisage maintenant de tracer sa propre route dans l'alpinisme. Lionel enchaîne solo sur solo. Tout d'abord à l'aiguille de l'Épéna, il reprend la voie Voltony Road 66, puis le lendemain la voie Roth-Schneider. Solo également dans les Larmes du Soleil à l'aiguille de la Vanoise. Il parcourt la voie de Maison en 1 heure en s'auto-assurant dans les passages délicats. Le choix de devenir alpiniste professionnel, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très compliqué. Très simple dans le sens où à un moment donné dans ma vie, je me suis posé le choix de ce que j'avais envie de faire de ma vie et que de plus en plus l'alpinisme prenait une place importante et du coup me motivait pour aller dans ce sens-là. Mais en même temps compliqué parce que finalement il n'y a pas d'école pour devenir alpiniste professionnel, ça n'existe pas. Il faut faire une place au soleil en disant ben voilà, je vais faire des choses en plus d'une certaine manière, avec un certain style, une certaine éthique et à un certain niveau. Et je crois qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu notamment un déclic qui m'a été fait par un ami qui est dans le monde de l'art et qui à un moment donné m'a dit pourquoi tu fais pas que de l'alpinisme? Et je me suis dit bah oui, pourquoi je fais pas que de l'alpinisme? Et là la maturité était là pour dire je fais que de l'alpinisme. Alors une fois que la décision est prise, effectivement c'est très simple, mais après tout devient compliqué dans le sens où bah voilà, comment je vais faire pour vivre matériellement de l'alpinisme, surtout quand on n'a pas envie d'aller se mettre sous les feux de la rampe et d'avoir une démarche commerciale vis-à-vis de l'alpinisme ou carriériste, ce que je reproche pas mais qui n'était pas du tout ma vision de l'alpinisme et mon envie. J'avais pas du tout envie d'aller tout de suite dans la face nord des Drus ou dans les Grandes Jorasses parce que je savais que ça représentait quelque chose sur le grand public, au niveau du grand public, mais beaucoup plus d'exprimer quelque chose que j'avais au plus profond de moi-même dans une démarche quasi artistique ou créatrice qui demandait beaucoup plus de temps pour être exploité. Alors c'est là que c'est amusant de voir comment la vie s'organise. Alors que j'avais pris cette décision, en fait, je m'étais dit, bon bah tu vas t'aménages une petite fourgonnette, tu vas vivre plus ou moins dedans, tu vas faire des petits boulots et tu vas essayer de grimper le plus possible, quoi. C'était vraiment ça ma démarche, quoi. Et puis il se trouve que j'ai rencontré Véronique, donc, qui est devenue ma femme, et qui a littéralement pour moi été mon premier sponsor, dans le sens où elle m'a dit vas-y, grimpe, je m'occupe du reste, tout en sachant que c'était clair dans ma tête que je me donnais à peu près 2 ans pour toucher les gens au travers de ce que je faisais, mais en conséquence de ce que je faisais, non pas en recherche première, quoi. Et c'est vrai qu'après ça s'est articulé d'une manière, je dirais, plus naturelle, par des projets qui sont venus, qui ont eu une reconnaissance institutionnelle, parce que c'est vrai qu'en France, on a cette chance fabuleuse que quand on est jeune et qu'on a des projets originaux, ben, il y a des gens, des institutions qui sont là pour vous aider, qui peuvent vous donner de l'argent, beaucoup d'argent même, et donc j'avais pu récolter des fonds pour des projets, et qu'à partir de là, ben, il y a eu après des partenaires privés qui se sont intéressés, et ce fil conducteur justement d'un sponsoring s'est installé jusqu'à, je dirais, à l'heure actuelle, pouvoir vivre en ayant un salaire qui n'atteint pas celui ceux des footballeurs, mais qui permet de vivre la montagne comme je l'aime.